Bonjour et bienvenue à notre émission du Livre au cœur, notre émission littéraire en collaboration, une belle collaboration de la TVCL et de l'Association des auteurs des Laurentides, où nous avons l'occasion de rencontrer auteurs, autrices, écrivains, écrivaines des Laurentides, des Basses aux Hautes-Laurentides. Et aujourd'hui, nous recevons justement une autrice très prolifique, une autrice jeunesse, qui est également présidente de l'Association des auteurs des Laurentides. Bonjour, Roxane Turcotte. Bonjour, Madame Martine Laval. Encore une fois, nous nous tutoierons car nous nous connaissons. Alors, Roxane, bienvenue. Et encore une fois, je vois que la pandémie ne t'a pas freiné, toi, dans tes écrits. Il y a de belles choses qui se sont passées, donc nous allons parler de tout ça. Roxane, oui, tu es écrivaine, tu animes, je ne sais pas si c'est comme ça, tu me corrigeras, tu animes des ateliers de lecture, d'écriture, avec les enfants de lecture. Tu es très, très occupée. Fais-nous un petit curriculum vitae de tes activités, là, rapidement, qu'on comprenne bien qui tu es. Ben, je pense que comme écrivaine, c'est un travail très solitaire. J'écris pour les enfants et j'aime vraiment les enfants. Donc, c'est un vrai plaisir pour moi, un vrai bonheur d'aller faire de la médiation. On pourrait dire atelier littéraire, animation littéraire. Moi, je préfère le mot médiation parce qu'on est un intermédiaire entre le livre et l'enfant. Et c'est une façon de faire vivre le livre. Parce qu'un livre sur une tablette de bibliothèque, et puis on amène les enfants, admettons que je suis enseignante et je dis aux enfants, voilà, on va à la bibliothèque, ben voilà, les livres sont là, ça n'a pas le même impact quand on va chercher des livres qu'on adore et qu'on les lit et qu'on les présente. Donc, j'adore faire ça. En 2021, j'ai rencontré 3600 enfants sur plateforme numérique, mais beaucoup en présence grâce au programme La culture à l'école. Dans les Laurentides, on a aussi ce programme des animés dans les bibliothèques, donc je vais aussi dans les bibliothèques. C'est merveilleux. Et alors, comment ça se passe lorsque tu es en présence d'enfants? Comment tu procèdes? Comment animes-tu le moment avec eux? Alors, ben, ça dépend si je suis invitée en médiation avec mes livres, ce qui est très souvent le cas. Okay. Par exemple, si je travaille avec les enquêtes d'Esther et Ben, donc ce que je fais, c'est je fais vraiment entrer les enfants par des questions, par des images, par des illustrations dans le lieu, avec les personnages, de façon à ce qu'ils vivent un peu ce que j'ai vécu et ce que mes personnages ont vécu en allant chercher des mystères, des secrets dans l'endroit. Donc, ils adorent ça. Tu les fais rentrer dans ton histoire, dans ta création, finalement, après, pour les faire vivre. Oui, pardon. Le but, c'est qu'ils plongent dans le livre par la suite. C'est ça. Donc, c'est une incitation à la lecture. Tout à fait. Mais bon, ça, c'est pour ceux qui savent lire. Mais pour ceux qui ne savent pas lire... Ben, alors, si je suis dans des maternelles avec, par exemple, Petit Mouton dans la maison, c'est sûr que je vais intriguer l'enfant par les images. Je te donne un exemple. Lui, il vient de sortir et j'ai déjà fait une animation à la librairie Monet. Donc, j'ai présenté le personnage. Je dis, Petit Mouton, il y a une drôle de frimousse. Est-ce qu'il se cacherait un autre personnage derrière ce petit mouton? Ah, peut-être. Donc, là, je lis des strophes. Et il se cache, par exemple, dans Petit Mouton, des yeux de fourmi. Petit Mouton avec des yeux de fourmi. Donc là, les enfants, ils cherchent qui ça peut être. Un peu plus loin dans la strophe, dans une autre strophe, ben, il se cache aussi dans Petit Mouton des fibres de vêtements et des petits morceaux de notre peau. Un petit mouton dans la maison qui cache. Et puis de la poudre d'os de dinosaures. Donc, ils sont super intrigués et parallèlement à la lecture des strophes, ils ont 3 images que j'ai préparées et ils doivent m'identifier de quelle image on a parlé dans la strophe. Donc, si j'ai dit « Petit mouton se cache sous le réfrigérateur », ben, il y aura une table, je ne sais pas moi, une plante et un réfrigérateur et ils doivent avoir repéré qu'on a parlé du réfrigérateur. Donc, c'est vraiment adapté pour les 4-5 ans. Vous comprendrez bien que c'est une histoire de poussière qui roule Faut dans pas la le maison. dire! Non! Mais ce que je veux surtout mentionner, c'est que ce n'est pas fait de façon anodine, parce que tout ce que fait Roxane a sa raison d'être. Alors, par exemple, pour écrire ne serait-ce que ce petit livre de quelques pages magnifiquement illustré, d'où c'est venu? Tu as fait de la recherche. Est-ce qu'on l'a? Oui, tu as fait de la recherche
Tout à fait. Avec? Je suis tombée sur un volume dont le titre est « La vie secrète de la poussière ». C'est écrit par une journaliste scientifique américaine, Madame Holmes, son prénom, Anna Holmes. Et je trouvais ça fascinant qu'elle ait découvert au fil de ses études, bien sûr, dans la poussière au Canada, du sable du désert de Gobi, parce que, évidemment, la planète étant ronde, les vents nous emportent, nous amènent des trucs invraisemblables, dont de la poudre d'os de dinosaures. Donc, quand on lit, quand un parent va lire... c'est vrai, là! C'est vrai! Et elle a même découvert de la poussière d'étoiles. Donc, je trouvais ça poétique aussi d'avoir... De montrer aux enfants que dans nos petits moutons de la maison, enfin, c'est des trésors de trucs qui nous viennent de travers le monde. Un autre livre, Le sablier de Papigeot, qui va être prochainement publié. Celui-ci l'est déjà, on le trouve déjà en librairie. Celui-ci sera prochainement publié. De quoi s'agit-il, ce beau petit Papigeot, le sablier? En fait, je te laisse le dire parce que moi, ça m'a bien émue. C'est très joli. Alors, je voulais, les albums, pour moi, doivent être poétiques et doivent créer une émotion chez les enfants et je dirais même chez l'adulte qui lit l'album. Et je voulais que ce soit un texte bienveillant. Quand on finit comme quand on regarde un film, là, ce que les Américains appellent « feel-good movie ». Je voulais que quand on referme l'album, on se sente bien, on se sente calme. Donc, c'est une éloge de la lenteur. Les enfants, aujourd'hui, on mange, on s'en va au restaurant, on prend l'auto, ils sont toujours en véhicule. Toujours à la course, sursollicités, tout le temps. Je voulais briser ça avec le Papigeot qui, lui, vit à la campagne et qui ne va pas prendre un bateau à moteur pour aller sur l'île, qui va prendre sa vieille chaloupe. Et puis, l'enfant se dit... ça va prendre combien de temps? Bien, ça prendra le temps que mes bras nous emmènent et selon le vent, ça va être plus rapide si le vent nous pousse. Donc, Et je veux aussi souligner que dans un album, c'est à 50% le choix de l'illustratrice ou de l'illustrateur est important. Je t'emmène là dans quelques secondes parce que ce que je voudrais que tu me sortes, c'est en fait la jolie phrase que tu dis « Avance doucement, simplement, un grain de temps à la fois », puisqu'il est question d'un sablier. Alors ça, c'est très joli. C'est de montrer à nos enfants que on peut prendre son temps, que à la course tous les jours pour Petit Chou, mais là, on prend le temps et avec Papigeot, qui lui, il en est rendu là. Alors, c'est très joli, ça. Justement, 2 livres tout à fait différents dans l'illustration. Ma question, justement, était la suivante. Comment fais-tu ton choix? Comment fait-on? Je ne sais pas. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'éditeur? Je ne sais pas. Comment fait-on le choix de la personne qui va illustrer notre livre? Parce qu'on parle évidemment de styles très différents. Complètement. Donc, comment ça se passe? C'est une bonne question. Parce que, comme tu l'as souligné tout à l'heure, je fais beaucoup de médiation, pas que de mes livres, mais de livres de collègues que j'aime. Donc, je vois beaucoup d'illustrations et je repère des illustrateurs. Donc, quand l'éditrice, Mme Delaunoy, chez Isatis, a accepté mon texte, elle me dit « Roxane, as-tu une idée d'un illustrateur? » J'avais vu de Jacinthe Chevalier des illustrations qu'elle avait faites pour cette collection, mais il y a quelques années. Et j'ai dit, on va voir ce que Jacinthe Chevalier fait. Je sais qu'elle travaillait dans les transparences. Elle fait présentement, où je crois qu'elle a terminé un cours elle veut être marionnettiste, en plus d'être illustratrice. Et elle travaillait avec les ombres et les... Bon. Alors, elle nous a soumis... Elle n'était pas convaincue qu'on allait dire oui. Et tout de suite, toutes les deux, l'éditrice et moi, quand on a vu Petit Mouton dans la maison, on a dit « Ah, mon Dieu, c'est formidable! » Et je pense qu'il est très apprécié. Oui, c'est différent. Ça sort complètement elle travaille. Je suis très intriguée. J'aurais aimé ça, la voir créer. Mais on voit que c'est pas traditionnel, c'est pas orthodoxe. Non. Et comme on parle de poussière, évidemment, il y avait besoin d'ombre, justement, d'ombre et de lumière. Alors, c'était très bien. Hein? Bon. Et pour Papigeot, par contre, on est comme tout en douceur, en longueur. Oh là là, c'est tout à fait autre chose. J'ai des albums illustrés par Lucie Crovato que j'aime beaucoup. Et puis... j'avais pas au départ, en écrivant le texte, pensé à des personnages voyons, je bute là-dessus, mais en fait des animaux qui sont habillés en humains.
Anthropomorphisme. Oui, anthropomorphisme. C'est un mot qui n'est pas facile. Oui, oui. Et c'est mon éditrice Mathilde, chez Dominique et compagnie, qui me dit, Roxane, Dominique et compagnie, et moi, on a pensé à des ours et un ourson. Puis j'ai dit... Sur le coup, ça m'a surprise. Puis après, j'ai dit, mais oui, c'est une bonne idée. Les enfants aiment. Oui, puis les enfants sont très animistes. Donc, c'est tout à fait normal à cet âge-là, pour eux, qu'un ours parle. Et puis, même pour eux, une pierre peut parler. Donc, et quand elle m'a suggéré Lucie Crevato, alors là, j'étais vraiment comblée. Et Lucie, c'est une grande créatrice. Elle ne fait pas qu'illustrer. Elle s'est vraiment imprégnée. Elle a plongé dans le texte et elle a apporté des idées pour emmieuter l'album, pour que ça devienne encore plus enrichissant. Et vraiment, je suis vraiment ravie. Donc, tu as vraiment de la collaboration extraordinaire pour imager ton esprit, finalement, ta créativité. Et c'est vraiment magnifique. Tombons tout de suite, malheureusement, on n'aura jamais assez de 30 minutes. Roxane, tu le sais, mais les enquêtes d'Esther et Ben, alors ça, c'est toujours absolument délicieux. On s'en délecte. Là, on parle quand même d'un livre un peu plus épais. On parle, là, on grandit, hein? On grandit. Là, on est rendu vers quel âge? 7-8 ans. 7-8 ans, 9 ans. Même pour les 7 ans, c'est quand même un roman épais, mais graphique, à gros caractère, tout illustré. Donc, un enfant de 7 ans... Apparaître aussi, c'est pour ça que vous ne voyez pas le livre, c'est qu'il est apparaître Disparition au Mont-Tremblant. Alors, où nous sommes? Donc, alors, que s'est-il passé? Il va falloir trouver l'intrigue. Alors, oui, tout à fait. Il y a des trucs qui disparaissent et qui fait disparaître les trucs qui disparaissent? Bien, il faut lire. Évidemment, je ne vais pas vendre le punch de l'histoire. Là, mais ce que je veux mentionner, par contre, c'est qu'à travers cette collection, les enquêtes d'Esther et Ben, tu emmènes toujours les jeunes, et moi-même, dans une intrigue, dans un endroit, à travers le Québec, et on y trouve toujours, et j'ai noté, je ne les ai peut-être pas toutes, mais on y trouve toujours des faits historiques des lieux, de la réalité, là. Alors, tu mets ça dans ton roman, mais on apprend. C'est pas seulement un roman. Alors, j'ai trouvé des faits historiques des lieux. J'ai pas eu le temps de tout le finir, mais bon, j'ai trouvé des faits géographiques aussi. Alors, là où je veux t'emmener, c'est que à travers ces enquêtes, ces deux petits reporters, tu veux passer quoi déjà comme message? Que veux-tu faire comme travail envers ces jeunes-là? Bien, que les jeunes connaissent les lieux qu'ils peuvent aller visiter. C'est toujours... Parce que j'aurais pu faire les enquêtes d'Esther et Ben dans des lieux imaginés, mais je me dis pourquoi pas faire en même temps, donner le goût aux enfants d'aller, même s'ils ne font pas de planche à voile, on peut avoir le goût tout à fait d'aller prendre le téléphérique et d'aller au sommet du Mont-Tremblant. Et là, en lisant le livre, ils auront plein d'informations. Qu'est-ce qu'il y a dans le parc du Mont-Tremblant? Et du sommet, on voit des lacs et puis il y a des pistes de randonnée l'été. On peut traverser sur des ponts de cas. Donc, c'est de l'enseignement. Tu t'arranges toujours, évidemment, pour que l'enfant, le jeune apprenne quelque chose. C'est pas une histoire lancée dans le vide. Oui, c'est toujours bien d'aller, évidemment, faire travailler l'imaginaire des enfants. Mais là, non seulement, ils sont ils peuvent travailler leur imaginaire, mais ça, c'est essentiel. Ils ont des faits s'ils viennent à Mont-Tremblant avec papa, maman, éventuellement. Oh, est-ce que tu savais que, n'est-ce pas? Oui, c'est absolument. C'est une belle éducation. C'est une richesse de plus. Absolument. Parce que il y a la trame narrative et il y a l'intrigue principale, puis il y a le dénouement. Mais absolument, c'est une richesse et pourquoi pas? Absolument. C'est absolument. Et là, on tombe dans les histoires à croquer. Oui. Alors ça, c'est savoureux, évidemment. C'est savoureux. Et je m'en suis bien délectée. Et dans ces histoires à croquer, c'est une collection des histoires à croquer ou c'est un... en fait, la collection, c'est à voix haute. Alors, ce sont des livres, des ouvrages que Dominique et compagnie éditent pour qu'ils soient lus à voix haute. Je te dirais que pédagogiquement parlant, il y a eu des époques où on a fait table rase de la lecture à voix haute. Avant, on lisait à voix haute dans les classes. Et puis, tout à coup, ça a été banni pour toutes sortes de raisons. Et là, c'est revenu dans les objectifs au programme du ministère et les enseignants font lire les enfants. Et je me disais, moi, je vais écrire parce qu'on peut lire un roman à voix haute, mais je voulais que ce soit en strophe, en rime,
drôles et que ce soit les vraies histoires de la poutine. Alors là, tu vas plus vite que moi, mais ici, c'est absolument savoureux. C'est pas pour rien que c'est savoureux. C'est que on y parle de la provenance de certains mets populaires. Oui. Alors, entre autres, bon, le pâté chinois, le sandwich, bon, etc. Alors là, maintenant, tu peux en parler. Oui. Et donc, encore une fois, il y a de l'enseignement. Ah oui, oui. C'est ludique. Il n'y a rien de banal. Puis on va faire un jeu, parce que moi, je propose aux téléspectateurs. Alors, en famille, pourquoi ne pas prendre la lecture à haute voix pour s'amuser? La lecture à haute voix, ça délie la langue, ça fait tomber la timidité, ça nous apprend à poser la voix et plein de trucs importants dans la vie. À lire devant les gens. Parce que si toi et moi, on faisait l'entrevue comme ça aujourd'hui, ce ne sera pas très intéressant pour personne. Ou si on parlait tellement à une vitesse incroyable que les gens seraient, les téléspectateurs sont en train de passer à autre chose. Donc, c'est un apprentissage à faire, mais ça peut être un jeu. Moi, je veux que ce livre-là soit ludique. Il y a des enseignants qui ont dit « Ah, un indispensable, coup de cœur, ça va être formidable à lire à voix haute dans les classes. » Et on va jouer à un jeu. Parce qu'on pourrait, dans une famille, dire, voilà, c'est celui qui va arriver à éviter tous les pièges de lecture à haute voix. Et puis, quand on devient bon, on peut théâtraliser, on peut faire rire, et le concours, ce serait celui qui pourra déclencher le maximum d'éclat de rire en lisant une des histoires à haute voix. Donc, je vais donner des exemples il ne faut pas lire comme ça, ce sont des pièges à éviter. Premier piège, les pizzas de la reine. Un jour de 1800. As-tu mal à la gorge, Roxane? La reine d'Italie. Hein? Ben non, si on n'a pas mal à la gorge, il faudrait lire Un jour de 1889, donc un volume. Je te donne un autre exemple. On continue parce que j'ai commencé l'histoire des pizzas. La reine a faim et son serviteur attentionné cherche un cuisinier qui pourra l'impressionner. As-tu une patate chaude dans la bouche? Ta prononciation n'est pas très bien. T'as raison, bravo. Un autre exemple. Mamma mia, je ferai voler en l'air une galette pas cuite et lui ferai faire des 8 Esposito. Est-il fait du ciboulot? Non, Raphaël se transforme plus tard. As-tu peur de manquer le train? Ben oui, trop pressé. Puis, trop pressé. Parfois, quand on n'entend rien, on n'a pas le temps de stressé, on lit trop vite, puis ça va lasser la personne. Alors, il garnit sa pâte plate d'huile d'olive et de tomate. On dirait bien que tu veux être ailleurs, Roxane. T'es pas tout à fait. Oui, quand on est gêné, on se cache derrière le livre, ce qui n'est pas une bonne idée, parce que c'est le fun de voir la personne qui lit. C'est comme si tu faisais caché derrière, ça irait pas. Il faut se parler. Il garnit sa pâte plate d'huile d'olive et de tomate. Bon, bien, on va s'endormir là avec ta lecture. Hein? C'est monotone. C'est monotone, donc il faut mettre un peu d'intonation, un peu de vie. Et puis, on pourrait faire rouge, blanc, vert. Il ne manque plus rien. Oui, un peu d'intonation, oui, ça prendrait aussi. Un petit peu donc, tu sais, puis il y a un défaut parfois que... Quand le français n'est pas notre langue maternelle, regarde bien, on ne fait pas les pauses. Nous, normalement, on comprend le texte et on fait les pauses parce qu'on a étudié la grammaire. Mais quand on est un enfant, par exemple, en classe d'accueil ou même un adulte qui apprend le français, on peut lire Margarita lève un sourcil, il manque un je ne sais quoi. Ne pas faire les pauses aux bons endroits. Oui, la pause dit, d'accord. Donc, lire à haute voix. C'est un exercice finalement oral de pause de voix, de lecture fluide, d'intonation, un petit peu de jeu pour donner un petit peu de... Tout à fait. Puis toi, je vois que tu as une fibre de comédienne. Donc, voilà, l'idée, c'est une fois qu'on dépasse toutes les embûches, ben là, on peut théâtraliser, exagérer pour faire rire les gens qui nous écoutent dans la famille. Et on peut, dire celui qui réussit à déclencher les éclats de rire le plus gagne une plus grande part de pizza ce soir. Donc, ça nourrit la personnalité, ou ça fait ressortir la personnalité de l'enfant, ou ça nourrit son talent, justement, qu'il ne savait pas, ou ça fait apparaître. Tout à fait. Donc, c'est tout un exercice, finalement, qui va très bien dans tout le monde de la littérature et de la voix, de la lecture,
lecture de la vie. Et ça sert dans la vie. Et ça sert dans la vie. Tu sais, qu'est-ce qu'on... Voilà, on ne connaît pas le métier qu'on fera quand on est jeune, mais peut-être qu'on aura un métier où la parole sera importante. Ah, ben oui, absolument. Alors, ici, attends, je vais juste prendre le menu parce que je vais dire quelque chose. Alors, il y avait l'invention du conte de sandwich, il y a le pâté chinois, il y a les pizzas de la reine, il y a le roi de la poutine, bon, etc., etc. Mais je n'ai pas trouvé les pêtes de sœur. Ah, c'est vrai? Moi, j'aimerais bien savoir d'où ça vient, les pêtes de sœur. Oui. Et puis, je prends des notes, mon calepin. Le grand-père dans le sirop. Oui. Les grands-pères dans Bonne le idée. sirop, c'est quoi? Je prends ton crayon, je note. Puis le pudding chômeur. Ah oui, oui. Bon, ben, il y a un autre livre. Tu me rappelles ça quand l'émission est terminée, que j'oublie pas. Oui, bonne idée. Pudding chômeur. C'est pour te dire, nous sommes des enfants à tous âges. Nous sommes des enfants à tous âges. Et ça vient nous chercher dans notre imaginaire aussi des choses dont tant qu'à être parti à apprendre ces choses-là, et puis ci, et puis ça, bon, etc. Oui, tout à fait. Donc, et on apprend de vraies choses. C'est vrai que la pizza est née à Naples. Et puis, le petit restaurateur voulait épater la reine Margareta qui avait selon débarqué. les couleurs de son drapeau. Selon, voilà, blanc, rouge et vert. Rouge et vert. Alors, il s'est assuré qu'il y ait trois. Oui, absolument. Et puis, tout ça finit par nous emmener dans des tas de choses créatives et c'est absolument fabuleux. Ici, je vois témoignages de participants au programme Lire et faire lire. Oui. Lire et faire lire, mais je vais te laisser la parole sur ça parce que c'est merveilleux. Ici, c'est notre magnifique docteur Julien, bien sûr. Et lire et faire lire, qu'est-ce que c'est? Parce que là, on peut tout d'un coup là, faire un recrutement, simplement parce qu'on ne connaît pas cet organisme, ce mouvement. De quoi s'agit-il? J'en profite lire et faire lire. Que tu me donnes la parole et que TVCL me permette cette tribune. Donc, je prends quelques minutes pour faire appel aux téléspectateurs. Si vous avez du temps et vous aimez lire, les enfants dans les écoles vous accueilleraient bras ouverts. Après l'école, au service de garde, le midi, vous allez à votre bibliothèque chercher des albums. Les enfants ont besoin d'avoir des adultes. Parfois, les parents le font à la maison. Parfois, très souvent, les enseignantes le font. Mais d'avoir une relation privilégiée avec un adulte quand le parent ne le fait pas, on peut avoir ce rôle. Et ce mouvement de lire et faire lire existe depuis au moins 20 ans. Si c'est plus longtemps que ça. Moi, ma sœur est déjà là-dedans depuis des années, 30 ans. Elle y est très heureuse. Ah oui, absolument. Puis où qu'elle aille, où qu'elle se trouve, lorsqu'elle déménage ou quoi que ce soit, elle repart la machine. Alors, de voir briller les yeux, l'émotion suscitée, les interrogations, les sourires des enfants quand on lit, c'est un salaire. Les motiver, leur faire découvrir parfois la lecture, parce qu'il y a des maisons où il n'y a pas de livres. Moi, je dirais, on leur ouvre une fenêtre sur ailleurs. Voilà. Entre l'école et la maison, parfois, le quotidien peut être triste, ennuyant. Je ne dis pas que c'est le cas tout le temps, mais ça peut. Même un enfant qui est choyé, parfois, peut s'ennuyer. Donc, d'ouvrir un album ou qu'un adulte lui ouvre un album, ça l'emmène, ça ouvre une fenêtre. Et puis, on a une richesse d'albums au Québec. Je sais que tu vas recevoir éventuellement une libraire. On a des libraires jeunesse dans les Laurentides. On a des éditeurs, on a une qualité. Donc, le mouvement, c'est lire et faire lire. Il suffit de taper lire et faire lire sur Google. Et je crois que c'est Mme Chantal Vaillancourt à Montréal qui dirige les différentes... et qui peut référer des endroits pour ces personnes intéressées ou les besoins de sa région. Ou, Parfois, un adulte peut se dire, on peut avoir une certaine gêne, aller contacter la directrice de l'école. On a peut-être plus d'enfants ou les petits-enfants ne sont pas dans le même village. Et on se dit, qu'est-ce que je vais aller faire contacter? Mais le mouvement peut contacter l'école pour vous. Vous ouvrir la porte et dire, voilà, on a quelqu'un qui aimerait de telle heure à telle heure, tel jour, est-ce que ça vous conviendrait? Donc, faire un rôle de médiateur. Oui. Mais alors, ça peut être dans les écoles, ça peut être à la maison. Moi, je sais que, par exemple, ma sœur, elle lit, elle va dans la famille et elle lit, elle a un petit enfant qui lui est, assigné, puis
elle va lui lire, bon, chaque semaine, quelque chose. Alors, c'est l'école, c'est la maison, ça peut être un service de garde, un service de garde, un CPE. Je sais que les éducatrices le font, mais elles vont accueillir quelqu'un de l'extérieur qui arrive avec une autre façon d'être. Un peu comme l'heure du conte à la bibliothèque aussi, tout à fait, etc. Tout à fait. Donc, tout ça, c'est pour inciter nos jeunes, nos enfants à entrer dans la lecture parce qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux, les tablettes, la télévision et tout ça. Mais le livre demeure... c'est une source de bonheur et puis c'est une source aussi qui développe les capacités, mais de raisonnement. Quand on lit un livre à un enfant, dans une histoire, il y a une trame narrative. Donc, ça développe sa capacité de logique et de raisonner, de faire de l'anticipation quand on lui demande qu'est-ce qui va arriver, ou l'enfant se le demande pendant qu'on lit. Donc là, il est en train d'anticiper, de développer son imaginaire. Dans la vie, on a besoin de ça. Donc, ça développe vraiment des capacités qui vont servir toute la vie. Bien sûr, ça enrichit le vocabulaire, ça aide une fois à l'école à construire des phrases, parce que quand les livres sont bien écrits, donc à force d'entendre des phrases bien construites, je pense que... L'orthographe aussi. Bien sûr, peut-être pas tout petit, bien sûr, mais plus tard. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour lire et faire lire. C'est pour nous, les petits, d'accord, pour toute l'animation qui peut aller avec, mais on peut aller quand même un peu plus loin là-dedans. Tout à fait. Là, j'avais soumis un projet au ministère de Communication et Culture pour mon village. C'est le 2e qui a été accepté. Donc, 2 fois semaine, je vais lire au service de garde. Et le projet, je l'ai présenté les 2 années, c'est pour les petits. Donc, 4e, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Non, il faut que je fasse ça à la carte parce que les 4e, 5e années viennent me voir. Ils peuvent lire. Mais ils disent, mais nous, je dis, OK, j'adapte. Donc, j'adapte mon choix de livre. Et les aînés? Il faudrait penser aux aînés, nos aînés qui perdent la vue ou qui n'ont plus la capacité de tenir le livre. Suggestion. Il y a les aînés aussi. Oui, si vous aimez lire, si un adulte aime lire, pourquoi pas contacter le centre d'aînés ou même, je dirais, à l'hôpital quand les gens sont... Ou à la bibliothèque, faire un petit moment dans la semaine pour offrir un moment de lecture, de partage, etc. Tout à fait. Faire connaître nos magnifiques auteurs. Madame la présidente de l'Association des auteurs des Laurentides, vous nous apportez de bien belles choses parce que, bon, évidemment, nous n'aurons pas le temps d'en parler, mais à l'Association des auteurs des Laurentides, votre directrice générale nous a bien raconté tout ce qui s'y passe, etc. Tout à fait. C'est la mission des auteurs des Laurentides. C'est un tout. La mission des auteurs des Laurentides. Alors, faire la promotion de la lecture, du livre, de la littérature, des auteurs, de l'écriture. Merci Roxane pour cette belle entrevue. Merci Martine. Encore une fois, nous n'avons pas assez de temps. Alors vous pouvez retrouver nos entrevues sur le site de la TVCL ainsi que sur la chaîne YouTube de l'Association des auteurs des Laurentides. À la prochaine.